Bonsoir, merci d'être venus nombreux et nombreuses. Donc, on avait à cœur de vous présenter avec Delphine Prenat, qui est médecin en soins palliatifs à Toulon. Moi, je suis Cécile Bernard et je suis médecin en soins palliatifs à Marseille. La psychomotricité et comment ça pouvait se décliner en soins palliatifs. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Valentine Malbranc, qui va se présenter à Sainte-Élisabeth. Et on accueille aussi Lison Sevilla qui travaille à la maison de Gardanne. Voilà, donc merci à elle et bonne soirée. On va faire un temps de présentation et puis après un temps de questions. Donc, moi je suis Valentine Malbranc, je suis psychomotricienne reconvertie et je travaille à la clinique Sainte-Élisabeth depuis 3 ans maintenant. Et bonsoir, je suis Lison Sevilla, donc je suis psychomotricienne aussi reconvertie. Depuis 2 ans, je travaille à la maison de Gardanne et à la Villa Isoï depuis 1 an. Donc on va vous présenter notre intervention, la psychomotricité en soins palliatifs. On va commencer par un petit rappel théorique parce que le public est assez hétérogène. On sait qu'il y a des étudiants en psychomote, assez nombreux apparemment. Donc ça c'est chouette, merci. Des médecins, enfin voilà, du personnel, des structures. Tout le monde sait ce que c'est la psychomotricité, donc on va commencer par un rappel théorique, la psychomotricité en général. Ensuite, la psychomotricité, la spécificité en soins palliatifs. Et Valentine vous présentera des cas très concrets, des histoires de résidents, de patients. Et on va finir par un zoom sur une médiation qui est privilégiée en soins palliatifs, qui est le toucher thérapeutique. D'un point de vue aussi théorique, avec des études scientifiques. Et puis on finira par un temps de questions. Voilà. Donc la psychomotricité, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une profession qui est assez complexe. C'est difficile de donner une définition simple. Je crois que les étudiants sauront de quoi je parle. Donc c'est une profession paramédicale qui est soumise à prescription médicale, qui peut s'exercer en libéral, en structure ou à domicile, et qui s'adresse à tous les âges de la vie, donc de la femme enceinte aux soins palliatifs. Une définition simple, la psychomotricité, comme on peut l'amener quand on rentre en chambre auprès du patient, moi je dis c'est viser à l'harmonie entre le psychisme et le corps. Psychomotricité, psycho, c'est pas pour psychologie, c'est vraiment pour psychisme. La psychomotricité, d'un point de vue un peu plus complexe, c'est l'évaluation des fonctions sensorimotrices, tonico-émotionnelles et psychomotrices. Le psychomotricien va analyser leur intégration et proposer un bilan afin de définir et de mettre en avant des troubles psychomoteurs. Donc le bilan psychomoteur, c'est quelque chose d'essentiel dans le psychomotricien. C'est fait de tests normés et d'observations cliniques. Et ce bilan va être transmis au médecin prescripteur qui, lui, va poser un diagnostic éventuel et mettre en avant les troubles. Et la prise en charge se fait en accord avec le médecin. L'objectif des soins psychomoteurs, c'est de prendre conscience de son organisation psychomotrice et surtout d'en réduire les dysfonctionnements, donc ces dysfonctionnements qu'on appelle troubles psychomoteurs, qu'ils soient d'origine psychique ou physique. On va revenir du coup sur le trouble psychomoteur. Donc comme je l'ai dit, c'est psycho pour psychisme. Ce n'est pas donc un trouble moteur d'origine psychologique. C'est un trouble qui va s'exprimer sur 3 versants. Sur le versant cognitif, affectif et moteur. Et ce sont ces 3 versants en même temps qui vont être pris en compte dans le trouble psychomoteur à des proportions variables. Le trouble psychomoteur s'exprime à travers 3 éléments.
qui sont donc les troubles perceptivo-moteurs qui vont affecter les fonctions d'exploration, d'action, de communication et les manifestations émotionnelles. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les signes neurologiques doux. Donc ce sont des affections neurologiques qui ne sont pas forcément identifiables, qu'on ne peut pas voir à l'imagerie par exemple. Mais par contre, l'expression motrice du patient laisse penser qu'il y a une atteinte neurologique. On va le voir à travers le tonus, à travers la posture, à travers les praxies. Et enfin, le troisième élément, c'est les troubles affectifs. Donc le soin en psychomotricité va avoir 3 orientations. Une orientation rééducative avec un objectif restreint dans le temps. Par exemple, c'est la dysgraphie chez l'enfant, par exemple. On va traiter cette fonction-là avec un objectif précis et restreint. La deuxième orientation, c'est l'orientation thérapeutique, donc par la prise en charge, la prise en compte, de la globalité, de la complexité de la personne. Comme exemple de prise en charge, ça peut être la stimulation sensorielle chez un enfant autiste, par exemple, ou la relaxation chez une personne qui a un trouble anxieux généralisé. Et enfin, la dernière orientation, c'est l'orientation éducative, donc par exploration, stimulation sensorimotrice pour accompagner le développement psychomoteur. Donc ça, c'est ce qu'on trouve essentiellement chez les enfants. Alors, le psychomotricien, comment est-ce qu'il travaille? Il travaille avec des médiations qui sont diverses et variées, qui sont adaptées au lieu où est-ce qu'il exerce, à la pathologie, voilà. On a en formation, on a l'apprentissage de certaines médiations, mais ça peut être multiple. On peut s'inspirer de plein de choses pour travailler en psychomotricité. Et ces médiations dépendent aussi de la propre sensibilité donc, du psychomotricien et aussi de ses spécialisations éventuelles, par exemple d'une formation supplémentaire en hypnose, d'une technique de relaxation, d'une sensibilité à la danse, à la musique. Donc vous avez des exemples de médiation, mais elles peuvent être beaucoup plus nombreuses que ça. Toucher thérapeutique, relaxation, des mobilisations, des jeux, beaucoup avec les enfants, des stimulations sensorielles, etc., etc. Donc, les fonctions psychomotrices, les domaines d'intervention du psychomotricien, celles qui sont évaluées dans le bilan psychomoteur, les principales, le tonus, la posture, motricité globale et fine, la sphère spatio-temporelle, image de soi, schéma corporel, sensorialité, communication. Il y en a d'autres, comme la latéralité, par exemple. Alors, on a souhaité faire une précision qui nous semblait très utile parce que on nous confond souvent avec des ergothérapeutes en structure et on nous sollicite parfois pour des missions qui ne sont pas les nôtres et pour lesquelles on n'est pas compétent. Donc on a souhaité faire une petite précision sur la différence entre un ergothérapeute et un psychomotricien. Donc l'ergothérapeute travaille sur l'environnement du patient, l'adaptation de cet environnement à son handicap, selon les compétences du patient. Le psychomotricien, lui, va travailler sur le vécu psychocorporel du patient afin que lui-même s'adapte à son environnement. Ce sont des professions qui sont très complémentaires, mais très différentes. Donc on rentre dans le vif du sujet, la spécificité de la psychomotricité en soins palliatifs. On va commencer par la brève histoire de la psychomotricité en soins palliatifs. Donc c'est en 89 que la première psychomotricienne arrive dans une équipe de soins palliatifs. C'est Odile Gaucher-Amoudi. Elle a intégré une équipe de soins palliatifs à Lyon sous l'assistance du médecin, chef de service, je ne sais pas, chef de structure, de cette structure-là, qui souhaitait avoir dans son équipe un soignant qui prenait en charge les troubles du schéma corporel et de l'image de soi. C'est des troubles
qui sont particulièrement présents en soins palliatifs chez les personnes en fin de vie, dont le corps est particulièrement abîmé par la maladie et un corps qui subit des modifications assez rapides. Et il souhaitait avoir quelqu'un de spécialisé là-dedans dans son équipe. Donc c'est comme ça que la première psychomotricienne a intégré cette équipe. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais trop peu. Même en formation, on a très peu de cours sur les soins palliatifs, si c'est une demi-journée sur les 3 ans. Voilà. Donc il faut parler de la psychomotricité en soins palliatifs, c'est un super métier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pose l'intervention psychomotrice en soins palliatifs? C'est le médecin de l'unité. C'est l'équipe lors des transmissions, mais beaucoup lors de discussions informelles en salle de soins, par exemple, quand on en parle entre nous, quand on fait le point sur les résidents en début de journée. Ça serait bien que tu ailles voir parce qu'on a parlé de ça. Voilà, donc ça se fait comme ça. Et on en réfère à la cadre de santé, au médecin. Et moi, personnellement, j'assiste à toutes les transmissions. Je ne sais pas si toi, c'est le cas. Donc voilà, pour référer notre travail et faire partie intégrante de l'équipe. Alors, en soins palliatifs, les spécificités de la psychomotricité en soins palliatifs. En fait, quand on sort de l'école, on a une image du métier, on a fait des stages, on a toute une année où on apprend des bilans étalonnés, etc. Et quand on débarque en soins palliatifs, en fait, il faut complètement se réadapter le métier. C'est un nouveau métier, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Il faut vraiment pratiquer. Donc l'intervention psychomotrice, elle se fait quasi uniquement sur l'orientation thérapeutique dont on a parlé au début, c'est-à-dire la prise en compte de la globalité, de la complexité de la personne. On n'a jamais de demande rééducative en fin de vie. Enfin, ça serait un non-sens total. Donc on fait quasiment que du soin de confort. Les indications psychomotrices, donc de la part de l'équipe ou du médecin, sont essentiellement de 4 ordres. Donc le soin de confort, on vient d'en parler, c'est aider le patient à retrouver une perception positive de lui-même en participant à une harmonie psychocorporelle mise à mal par la maladie. On a ensuite donc les troubles du schéma corporel. C'est redonner au patient des informations sensibles et sensorielles par le biais donc, de massages, de touchés thérapeutiques, de mobilisation, de mise en mots, et de réunir tout ça dans une nouvelle perception corporelle qui est différente d'avant la maladie, mais on tend à ce qu'elle soit de nouveau rassurante, même si elle est différente, cette nouvelle unité corporelle. Ensuite, on nous sollicite beaucoup pour, comme une séance pour comme un soin antalgique, parce que la douleur, donc c'est un couple fait de sensations et d'émotions. On est aussi un peu avec les psychologues, mais un peu les spécialistes de l'émotion, voilà, en tout cas de l'impact que ça a sur le corps. Et donc le psychomotricien a toute sa place dans la mise en place d'un projet de soins antalgiques. Ça peut être réinstaller le patient de façon à ce qu'il souffre moins, à réduire une posture vicieuse, mettre en place des séances de relaxation, de mise en mots, détourner l'attention de la douleur par de la stimulation sensorielle par exemple. Et enfin, favoriser la communication. Donc établir un climat de confiance par la mise en place d'un dialogue tonico-émotionnel. Alors ça, c'est un mot qu'on aime beaucoup, c'est un concept qu'on aime beaucoup en psychomotricité. On en reparlera tout à l'heure dans le toucher. Et le dialogue tonico-émotionnel permet de mettre en place une communication non verbale. Donc pour les patients qui ne sont plus communicants, c'est essentiel. Et proposer aussi des outils de communication. Alors, une nouvelle spécificité de la psychomotricité en soins palliatifs, c'est l'absence de bilan étalonné. Donc, comme je disais tout à l'heure, en formation, on nous rabat les oreilles pendant
un an quasiment sur les 3 ans de formation sur l'apprentissage des bilans étalonnés, faire passer les bilans de façon très précise, tout ça. Ça, on oublie. On oublie en soins palliatifs, on ne fait jamais de bilan étalonné. Ça n'existe pas. Mais le bilan est essentiel. Le bilan en soins palliatifs, ça engage la crédibilité du psychomotricien et plus largement la crédibilité de la psychomotricité au sein de tout le domaine paramédical, thérapeutique, médical. Donc on doit le faire. Et en soins palliatifs, on ne fait essentiellement, on ne fait que de l'observation clinique. Donc, pourquoi essentiellement de l'observation clinique ? Tout simplement parce que l'instabilité psychocorporelle en fin de vie ne permet pas d'engager la fiabilité d'un bilan normé. C'est logique. Deuxièmement, et surtout, parce que l'idée même de soins de confort entraîne l'absence de notion de contrainte qui peut être associée à la passation d'un bilan étalonné. Ce serait un non-sens total. Donc cette observation clinique du corps demande une attention et une concentration particulière, évidente, qui est essentielle pour dégager un projet de prise en charge. Et cette observation clinique, elle se fait à l'entrée en chambre. Parce qu'on va le voir juste après, il y a une temporalité particulière en soins palliatifs qui fait qu'on n'a pas plusieurs séances pour définir un projet thérapeutique. Donc dès qu'on rentre en chambre, il faut qu'on parvienne à déterminer, par rapport aux fonctions psychomotrices qu'on a vues tout à l'heure, tonus, posture, motricité, on scanne le patient et là on arrive à voir, bon ben là il faudrait travailler ça, là il a besoin de ça, puis en discutant avec lui et aussi avec l'équipe. Hein. Mais nous, notre travail en observation clinique, c'est ça. Donc on en vient à la temporalité particulière des soins palliatifs. Donc la fin de vie implique que le temps du patient est compté. À la maison de Gardanne, c'est souvent les fins de vie, c'est des fins de vie à court terme, donc c'est en moyenne 2-3 semaines d'accueil. Dans la temporalité d'une relation thérapeutique hors soins palliatifs, la mise en place de l'intervention se fait selon des étapes qu'on apprend aussi en formation, qui sont nécessaires à construire un cadre de confiance. Ça peut être, premièrement, un temps de rencontre, puis 1 ou 2 séances de bilan, puis 1 ou 2 séances pour créer un lien de confiance. Ça, en soins palliatifs, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Il nous arrive de voir le patient seulement 1 ou 2 fois. Donc, il s'agit de concentrer et d'adapter nos observations cliniques afin d'établir rapidement mais efficacement un projet thérapeutique, même si ce projet thérapeutique se fait sur le temps d'une séance. Donc, c'est une temporalité vraiment particulière. Par rapport à cette temporalité, on remarque aussi fréquemment que lorsqu'on rencontre un patient, donc pour la première fois, on parle de notre métier, ce qu'on peut lui apporter et les médiations qu'on pourrait lui proposer. Quasiment toujours, le patient accepte. C'est rare qu'il refuse, ça arrive, mais c'est rare. Mais quasiment toujours, le patient accepte. Et il accepte des soins qui peuvent être intimes, que hors soins palliatifs, on met des mois à mettre en place. Des séances d'hypnose, du toucher thérapeutique, des bains. C'est des choses hors soins palliatifs qu'on met du temps à mettre en place parce qu'il faut établir un lien de confiance. Là, en soins palliatifs, ça se fait tout de suite. Ça se fait au bout d'une séance. Donc pourquoi ? C'est des suppositions, mais peut-être que le contexte de fin de vie permet au patient d'identifier plus rapidement certains de ses besoins, qu'il va à l'essentiel en se focalisant sur ses besoins. Il n'a pas le temps de se poser des questions superflues, ce qui fait tomber les barrières protocolaires. Cette temporalité demande aux psychomotriciens en particulier, puis c'est tous les soignants aussi en général, d'intégrer le fait que le bienfait du soin en soins palliatifs est à court terme. Le corps est tellement abîmé, fatigué, souffrant qu'il faut accepter le fait que notre soin ne va peut-être pas avoir des bienfaits sur du long terme, mais sur du court terme. Et
C'est aussi une spécificité du soin palliatif. Donc, plus que jamais, en soins palliatifs, c'est le moment présent qui compte. Et la relation thérapeutique s'inscrit dans l'ici et maintenant. Enfin, la dernière spécificité dont je voulais vous parler, c'est l'adaptation du cadre thérapeutique. Donc, par notre pratique, nous, psychomotriciens, sommes très attachés à la notion de cadre thérapeutique, dans tout ce qu'elle a, la notion de contenance, de limite. En soins palliatifs, on doit sans cesse s'adapter et ajuster ce cadre afin de proposer des séances adaptées aux patients sur l'instant. Ça peut être très concrètement adapter l'heure de la séance à la journée du patient, en fonction des réveils, en fonction du temps de soins, de sieste, de la fatigue, de la toilette, des visites. Et aussi, ça peut paraître anecdotique, mais expliquer ce que c'est la psychomotricité quand on rentre en chambre, c'est très important parce qu'il faut que le patient puisse exprimer l'acceptation ou le refus du soin. Donc c'est aussi adapter le cadre thérapeutique. Peu de patients savent ce que c'est la psychomotricité. C'est très rare qu'on me dise « Ah oui, je vois très très bien ce que c'est la psychomotricité ». Alors c'est facile d'expliquer ce que c'est notre métier, en disant simplement c'est un accompagnement vers un mieux-être psychique et corporel. Mais là aussi, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux demandes de précision du patient, à l'état de confusion, voire de conscience, à la fatigue, à la disponibilité. Donc, en soins palliatifs, on ne peut pas définir au préalable une durée de soins. C'est très différent d'un travail en libéral où on a le patient qui arrive à telle heure, qui repart à telle heure, on est dans notre salle, on a notre matériel. Là, c'est vraiment pas ce travail-là qu'on fait. On ne peut pas prévoir une durée de soins, on ne peut pas prévoir de régularité des séances. Le cadre thérapeutique entre lui aussi dans cette temporalité particulière du contexte de la fin de vie, et l'adaptation se fait à la minute près, grâce au ressenti à l'écoute, qui sont deux compétences essentielles chez les psychomotriciens, bien sûr. Voilà, j'ai fini la partie théorique. Maintenant, concrètement, tout ça, ça donne quoi? Donc, c'est Valentine qui va vous présenter quelques cas cliniques. Donc, je vous propose de partir un petit peu dans une chambre de soins palliatifs à la rencontre de patients et de vous raconter un petit peu comment ça peut se passer, une séance de psychomotricité avec un patient. J'ai choisi de vous raconter 3 vignettes cliniques. Et voilà, j'espère que vous allez partir un petit peu avec moi. Je vous présente Monsieur J. Il a 76 ans. Il est psychologue psychanalyste. Il a 2 enfants. Sa femme est présente à ses côtés. En septembre 2020, le diagnostic d'un cancer de la vessie est posé. Il présente également un adénocarcinome de la prostate avec des métastases osseuses dorsales et sur le sacrum, ainsi qu'un abcès présigmoïdal. Monsieur J a une néphrostomie et une colostomie. À son arrivée à la clinique Sainte-Élisabeth, nous rencontrons un monsieur asthénique et amaigri. Il semble bien conscient de son devenir. Monsieur J est très communicant et cohérent. Il se dit juif de naissance, mais athée, et il n'envisage pas de cérémonie religieuse à sa mort. Il nous partage qu'il fait un grand travail spirituel pourtant, et il nous questionne. Pourquoi ne prend-on pas la vie au sérieux? Monsieur J montre des signes d'anxiété qui sont peu soulagés par les médicaments, et comme la plupart des patients qui me sont adressés, je suis sollicitée par le médecin pour aller à sa rencontre et induire une façon de considérer son corps souffrant, une nouvelle façon. Lors de notre première rencontre, je découvre un homme de petite taille au regard vif. Au moment opportun de notre entretien, je lui demande comment il se sent dans son corps. Monsieur J aborde d'emblée son ressenti douloureux, qui est supportable au moment où nous nous parlons. Mais lorsqu'elle se réveille, il me décrit que la douleur prend la forme d'une masse au contour flou, qu'il localise très bien et qui le vide de tout élan vital. Puis, mettant la main sur sa stomie, il me partage que l'image de son corps percé
lui échappe. Et ça, c'est une réalité qu'il a du mal à accepter. La douleur si présente dans le discours du patient me pousse dans un premier temps à orienter mes séances vers de l'hypnose analgésique, parce que j'ai suivi une formation supplémentaire en hypnose, afin d'aider M. J à se reconnecter à celle-ci et puis lui permettre de la chosifier et de trouver les moyens de l'atténuer, pourquoi pas de la faire taire. Très vite, je prends conscience que M. J est très à l'aise dans ce genre d'exercice. Et il ramène systématiquement la douleur, son ressenti, à l'intellect. Donc en tant que psychomotricienne, je me dis que j'y suis pas. Le vécu de son corps propre dans l'ici et maintenant est finalement peu abordé, et Monsieur J n'y accède pas. Il n'est pas dans le corps, il est dans sa tête. Du coup, lors de la rencontre suivante, je propose donc à Monsieur J une séance de relaxation corporelle avec un toucher thérapeutique qu'il accepte. Je demande toujours l'autorisation, parce qu'ils sont OK, que je vienne poser mes mains sur leur corps. J'accompagne Monsieur J, qui entre progressivement dans un état de détente des muscles et du corps tout entier. J'observe que ses membres et les muscles de son visage se relâchent peu à peu, sa respiration s'apaise, il sourit. Puis je lui annonce que je vais poser mes mains sur son corps. Partant des pieds et remontant jusqu'à la tête, j'exerce de légères pressions. L'intention respectueuse, empathique et contenante que je mets dans ce toucher thérapeutique est essentielle pour permettre à mon patient de se sentir sécurisé dans cette relation soignant-soigné. En psychomotricité, nous appelons cela le dialogue tonique. Celui-ci permet de mettre en évidence la fonction du tonus dans la communication entre deux individus. Il n'y a pas de parole. Elle nous permet à chacun d'entrer dans une communication affective dont l'instrument est le corps tout entier. Puis, lorsque je touche le visage de Monsieur J, je le vois froncer les sourcils. Je le verbalise et je lui demande s'il ressent une douleur quelque part. Monsieur J me répond alors qu'il souffre terriblement, mais non pas d'une souffrance physique, mais cette fois-ci morale. Tout en gardant les yeux fermés, il me partage qu'il vient de prendre conscience que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été touché comme cela. Et finalement, c'était cette absence-là qui le rendait triste. Par ma posture étayante, je lui suggère que peut-être il y a encore temps de changer de paradigme et pourquoi pas éprouver la joie d'avoir ressenti une nouvelle fois ce toucher. L'état de relaxation que Monsieur J s'est autorisé à vivre, sorte d'acceptation du lâcher-prise en quelque sorte, a été comme un prélude au dialogue verbal autour des émotions que lui-même s'est permis de laisser émerger. Voilà pour Monsieur J. Je vous invite maintenant à rencontrer Madame B. Madame B, c'est une patiente de 50 ans. Elle est mariée, elle a 3 enfants. En 2015, elle apprend qu'elle est atteinte d'un carcinome urothélial infiltrant de haut grade, pris en charge par une chirurgie et une chimio adjuvante. 5 ans après, elle apprend la récidive de son cancer avec des métastases osseuses et hépatiques. Et en octobre 2022, Madame B éprouve des vertiges et des céphalées importantes, ce qui motive la réalisation d'une imagerie cérébrale qui retrouve des lésions cérébelleuses, parenchymateuses et méningées. Madame B tolère très mal ces traitements qui sont par conséquent arrêtés. À son arrivée, Madame B présente une confusion fluctuante. Son déficit moteur des 2 jambes ne lui permet pas de se mobiliser seule. Elle a un corps qui est éprouvé par la prise de corticoïdes. Du coup, elle a vraiment gonflé. Et Madame B est très asthénique, mais son sommeil est de mauvaise qualité. Elle est si affaiblie qu'il lui est difficile de tenir une conversation. Toutefois, son projet thérapeutique, élaboré avec elle, est assez clair et parmi les différents points abordés, Madame B nous exprime le besoin de sentir l'eau couler sur son corps. Il est donc décidé en équipe de proposer à Madame B une toilette thérapeutique. Je rencontre la patiente le jour même de cette toilette que nous effectuerons à 3, avec la médecin du service, une infirmière et moi-même. Je me présente,
Je lui explique à la patiente le déroulé de la séance. Madame B est vraiment affaiblie et durant toute la séance, elle ne pourra que acquiescer par des clignements des yeux. Une fois transférée sur le bateau douche, donc un brancard spécifique pour faire la toilette aux patients, nous l'emmenons jusqu'à une salle de bain adaptée qui est située dans un autre service. Chaque transition ou lieu traversé sont décrits à la patiente pour qu'elle puisse pleinement prendre part à ce projet qui est si important pour elle. Dans la salle d'eau, je crée une ambiance tamisée pour diminuer les stimuli externes et lui permettre de profiter pleinement de ce temps qui est pour elle, comme un moment de reconnexion, peut-être même de réconciliation avec son corps éprouvé par la maladie. Une musique douce accompagne ce temps suspendu. Au cours de la toilette, l'infirmière me décrit chacun de ses gestes que je vais répéter à la patiente, de manière à ce qu'elle puisse elle-même anticiper le toucher qui sera posé sur elle et retrouver, d'une certaine manière, son intimité. Une fois la toilette terminée, nous proposons à Madame B de lui masser le corps avec une huile d'amande douce pour éveiller sa conscience corporelle et en même temps assurer une continuité dans la fonction contenante et enveloppante de l'eau chaude sur son corps. Avec Madame B, comme avec une grande majorité de patients, le toucher que nous lui adressons prend la place d'un ultime dialogue, lui permettant de se sentir vivante dans l'entièreté de son corps. Il suffit de ce seul geste pour que le regard, l'être à l'autre, devienne cohérent dans le corps de la personne en fin de vie. De retour en chambre, nous laissons Madame B apaisée. Rentrons maintenant dans la chambre de Monsieur Z. Monsieur Z a 83 ans. Il bénéficie d'une prise en charge palliative à la clinique Sainte-Élisabeth dans un contexte de lymphome non Hodgkinien. Il est également atteint du Covid. La première fois que je rencontre Monsieur Z, je suis équipée d'une tenue anti-Covid. Le temps de mettre la charlotte, la blouse, les gants, le masque FFP2, les surchausses, tout ce temps-là me permet de réfléchir à la bonne posture à adopter malgré cette tenue barrière. Surtout que je pense à la manière dont je vais me présenter à ce nouveau patient qui est décrit comme une personne anxieuse, qui a du mal à lâcher prise et qui choisit ses soignants. L'enjeu est de taille. Lorsque j'entre dans la chambre, je découvre un monsieur amaigri, barbe blanche, lunettes rondes et rouges. Il est en train de manger un yaourt. Ses gestes sont lents, son débit de parole l'est tout autant, il est essoufflé. Le décalage de rythme entre l'extérieur et l'intérieur de sa chambre me marque particulièrement et me pousse à faire ce pas de côté pour ajuster mon attitude et réfléchir aux besoins du patient dans cette étape de vie où souvent le non-verbal devient dominant. Je demande à Monsieur Z si je peux m'asseoir quelques instants en face de lui. Sans dire un mot, il m'y invite, mais il continue à manger son yaourt en silence. Quelques rares échanges pendant lesquels je me présente brièvement, je tente quand même d'établir un dialogue, ponctuent notre première entrevue, mais cela finalement va suffire pour établir une alliance thérapeutique. Chouette, j'ai été choisie. Je revois Monsieur Z plusieurs fois pour lui proposer des séances de relaxation avec un toucher thérapeutique. Et une séance, peut-être la dernière, m'aura particulièrement marquée. Je constate que Monsieur Z s'est considérablement dégradé. Il est avachi dans son lit, à moitié dévêtu. Il me le fait remarquer d'ailleurs. Il me dit je suis à poil. Et puis après quelques échanges, je commence à verbaliser la relaxation. Je prends soin, comme d'habitude, d'induire une prise de conscience du corps dans l'espace de la chambre, puis en appui sur le matelas. Je fais visualiser sa respiration. Et Monsieur Z m'interrompt. Il me dit Valentine, vous pouvez cesser de parler, s'il vous plaît? J'avoue que je suis un peu estomaquée. Et bêtement, je lui dis ok, mais je vais faire quoi, moi? Il me dit vous savez, pour un vieux monsieur comme moi, qui est en train de mourir, la seule chose qui compte, c'est que vous me touchiez.
Ok. Il me saisit la main et on reste en silence quelques minutes avant que je ne marque la fin de la séance. La dépendance qu'entraîne la maladie grave amène le patient dans un état de régression. Et même si, en tant que soignant, on a toujours à cœur de solliciter une autonomie restante, c'est comme si le patient tirait profit des bénéfices secondaires que lui permettent cette dépendance. Sa position de fragilité qui amène le soignant à prendre soin de lui au sens maternant du terme. Je l'ai vraiment senti avec ce monsieur Z, et avec beaucoup de patients d'ailleurs qu'on rencontre. Winnicott, qui est un psychologue qui nous est cher à nous les psychomotriciens, parlait d'une préoccupation maternelle primaire. Et nous, en soins palliatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une préoccupation maternante terminale? Je te laisse la parole. Donc on revient à un petit peu de théorie. On va faire un zoom sur, comme je vous le disais tout à l'heure, une médiation qui est privilégiée en soins palliatifs, donc le toucher thérapeutique. Valentine en a beaucoup parlé à travers les cas cliniques. Il manque un... Donc le toucher thérapeutique, la définition simple, c'est donc dans le contexte qui nous intéresse, un contact cutané, direct ou indirect, entre le thérapeute, donc ici le psychomotricien, et le patient dans le cadre de soins avec pour objectif un mieux-être. Il regroupe l'ensemble des approches utilisant le toucher comme médiation, donc les massages, le portage, la relaxation par le toucher, les enveloppements, les pressions, lissage, le toucher-caresse. Je voudrais parler des bienfaits du toucher thérapeutique à travers 2 études scientifiques. J'ai trouvé ça dans un super documentaire que je vous conseille, un documentaire Arte qui a été diffusé en 2021 suite à la crise du Covid, qui s'appelle « Le pouvoir des caresses, le toucher, un besoin vital ». À travers ce documentaire, la question était l'impact de ne plus avoir été touché pour certaines personnes pendant le Covid. Voilà. Donc le laboratoire d'Aptic à l'université de Leipzig étudie les formes douces de toucher, essentiellement les formes douces de type massage depuis plus de 30 ans. Il s'appuie sur des expériences qui consistent à enregistrer les ondes cérébrales d'un sujet avant, pendant et après un massage. Il constate un ralentissement des ondes cérébrales pendant le massage, correspondant à un état de détente similaire à celui d'une personne profondément endormie, ainsi que la libération d'hormones et de neurotransmetteurs. Concrètement, les muscles se détendent, la respiration ralentit, la fréquence cardiaque diminue. La seconde étude, alors c'est plutôt une découverte qui a été faite à la fin des années 2000, donc c'est très récent. Les scientifiques ont découvert un nouveau type de fibre nerveuse exclusivement consacrée au traitement des sensations tactiles douces agréables. Ça s'appelle les fibres CT, T pour tactile. Et à la différence d'autres fibres du toucher connues jusqu'alors, qui nous renseignent sur le monde extérieur, ces fibres-là indiquent au cerveau si un contact corporel nous est agréable ou non. Elles ne servent qu'à ça. La découverte de ces fibres permet de comprendre plus précisément l'incidence des contacts doux sur notre bien-être. En fait, c'est la mise à jour d'un nouveau système sensoriel. Les fibres CT parviennent aux aires du cerveau impliquées dans le traitement des sensations positives, de l'attention à l'autre et de la conscience de soi, et ont pour unique mission de nous transmettre la notion agréable du toucher. Lorsqu'un toucher nous est agréable, le système de récompense est activé. Des hormones sont libérées comme les endorphines, l'hormone du bonheur, de l'euphorie, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, ce qui explique que le toucher apporte réconfort et apaisement. Le toucher
soulage aussi bien les souffrances physiques que psychiques. C'est un besoin vital, essentiel. Et être privé de contact physique trop longtemps peut entraîner des troubles psychocorporels ainsi que des difficultés sociales. Donc les fonctions de ce toucher thérapeutique auprès des personnes en fin de vie, donc les personnes atteintes de maladies graves et en fin de vie sont moins touchées par leur entourage pour 2 raisons. Premièrement, c'est la peur de faire mal, face à ce corps qui peut être très affaibli, très amaigri, et aussi la crainte de toucher un corps parfois très abîmé, très modifié. Et ça peut entraîner chez ces patients des carences sensorielles. La fonction de moi-peau, ça doit parler à beaucoup. Donc le moi-peau ne peut remplir ses fonctions d'unification corporelle, de limites et de moyens de communication. C'est l'intégrité psychocorporelle du patient qui est bouleversée. En étant peu touchés, les malades voient les limites de leur enveloppe corporelle devenir floues. La médiation psychomotrice par le toucher auprès des personnes en fin de vie va participer au soutien de l'unification psychocorporelle à travers 3 fonctions. Donc le toucher thérapeutique a premièrement une fonction de communication. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le toucher tient dans sa spécificité de réciprocité. On ne peut pas toucher sans être touché, et ça appelle à l'union finalement entre 2 protagonistes à travers une communication non verbale. C'est ce qu'on appelle le dialogue tonico-émotionnel, dont on a parlé plusieurs fois. Le dialogue tonico-émotionnel, c'est écouter le corps de l'autre en fait. Quand on est psychomotricien, qu'on pratique beaucoup le toucher, on apprend en posant les mains à écouter le corps à travers des choses très subtiles, à travers le tonus, à travers des réactions tonico-émotionnelles, à travers des petites clonies, à travers des contractions. Et ça, petit à petit, on l'apprend et on arrive à comprendre, entre guillemets, le besoin du patient à ce moment-là. Est-ce qu'il a besoin d'être dynamisé? Est-ce qu'il a besoin d'être relaxé? C'est une vraie communication non verbale. Donc c'est un outil qui permet de développer la conscience corporelle et la manière de rentrer en contact avec l'autre. Donc ça permet de rentrer en relation, même si le patient ne peut pas s'exprimer verbalement. La deuxième fonction, c'est une fonction antalgique. La douleur accompagne très fréquemment les personnes en fin de vie et elle a des répercussions psychomotrices très importantes. Ça peut être des tensions musculaires, des clonies, des postures vicieuses. Et le toucher est tout à fait recommandé pour soulager certaines douleurs, pas toutes les douleurs. Pour cela, on devra identifier et comprendre la douleur du patient et c'est pour ça qu'il est important de prendre toujours l'avis d'un médecin parce que le toucher est recommandé pour les douleurs, ce qu'on appelle les douleurs nociceptives. Alors là, les médecins, vous me dites si je me trompe. Mais donc les douleurs nociceptives, on peut les définir comme des douleurs localisées, irradiantes et lancinantes. Ce sont les douleurs les plus fréquentes qui peuvent atteindre le squelette, les muscles, les viscères, suite à une lésion, une inflammation ou un traumatisme des tissus. Ce sont des douleurs pour lesquelles les réflexes d'auto-frottement et les contacts chauds inhibent la douleur. Quand on se fait mal, on a tendance à frotter et ça soulage. C'est ce principe-là. J'ai appuyé, ça fait voilà. Donc le thérapeute, par le massage, va permettre de provoquer ces influx nerveux qui remontent l'information tactile inhibitrice de la douleur lorsque le patient ne peut plus le faire lui-même. Contrairement donc aux douleurs par désafférentation, qu'on appelle aussi douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs permanentes, lancinantes, avec une sensation d'inconfort permanent, des douleurs de type brûlure, fourmillement, décharge électrique, qui peuvent être, elles, déclenchées par un simple effleurement, parfois même du drap sur la peau. Donc là, le toucher, bien sûr, n'est pas recommandé. Alors chez
certains patients, c'est des douleurs qui peuvent être soulagées par le froid, mais voilà, pas chez tout le monde. Et c'est de plus des douleurs qui sont résistantes aux traitements antalgiques, pour lesquels on prescrit plutôt des antidépresseurs et des neuroleptiques. Enfin, la dernière fonction, c'est la fonction d'unité corporelle. Le toucher thérapeutique permet aux patients en fin de vie de se rassembler et de se réapproprier son enveloppe corporelle, l'amenant à se sentir être un corps sujet et non un corps comme objet de soin uniquement. À travers le toucher, c'est la personne dans son entièreté qui intéresse le psychomotricien et non seulement le corps en fin de vie. Le toucher amène le patient à ressentir et à se ressentir dans son corps. Et il permet une unification entre le corps et la psyché. Et voilà. Merci de nous avoir écoutés. Ah oui, les contre-indications. Je n'ai pas parlé des contre-indications au toucher thérapeutique. Donc, toujours voir avec le médecin, les phlébites, fièvre, inflammation, certaines maladies de peau. Et comme on a dit, les douleurs par désafférentation. Merci pour votre écoute. Merci.